L'amitié, ça se construit avec quoi? Avec le temps? Avec des expériences communes? Ou avec de la découverte? Olivier, je le connais depuis que j'ai l'âge de 4 ans. À l'école primaire, il faisait partie de ces enfants au sacré caractère, toujours prêt à faire la bagarre. Au collège, passionné de sport motorisé, il avait débridé son scooter pour aller plus vite. On a grandi dans un petit village, on était toute une bande. Ça nous est arrivé d'être complètement débiles et de monter à 4 sur son scooter. Au lycée, il a eu une moto. En soirée, c'était lui le bout en train. Vous en connaissez tous un. Le mec à l'aise, plein de blagues, prêt à bondir. Puis, il a rencontré l'amour, il a eu un enfant, et sa passion pour la vitesse s'est estompée. Manque de bol, un jour, une voiture l'a percuté. Les médecins ont été obligés de lui couper sa jambe gauche en dessous du genou. Il avait 26 ans. Comment a-t-il pu retrouver son corps suite à une telle rupture? Après ce choc émotionnel et psychologique lourd, qu'a-t-il eu envie de montrer aux autres et à lui-même? Une fois amputé, il est passé par plusieurs états émotionnels que les psychiatres appellent le deuil corporel. Un deuil corporel se divise en 5 étapes. Il y a d'abord la sidération, souvent associée au déni, la colère, la tristesse, qui peut se transformer en dépression, puis la résignation et pour finir, l'acceptation. Suivant les personnes, ces 5 étapes sont plus ou moins longues. Le cerveau se met à disjoncter totalement, parce qu'il ne reçoit plus des informations sur une partie du corps jusque-là présente. Face au deuil, le corps se retrouve déboussolé. Toutes les personnes ont des sensations étranges, plus ou moins présentes, plus ou moins intenses. Ils ressentent le membre qui n'existe plus. Le membre devient fantôme. Certaines personnes racontent que leur membre grossit, jusqu'à prendre toute la place dans la pièce et ainsi les étouffer. Le vide les étouffe. La première fois que j'ai vu Olivier après son accident, il était beaucoup plus ancré dans le sol. Comme s'il avait besoin de chercher une force ailleurs que lui-même pour être juste là, face à moi, sa vieille pote. J'ai eu l'impression qu'il avait honte d'être amputé, alors qu'il n'était même pas responsable. Ça vous est déjà arrivé de croiser une personne handicapée dans la rue? Vous voyez ce sentiment d'être à la fois gêné de voir et en même temps curieux de regarder. Eh bien là, c'était pas moi qui étais gênée et curieuse, mais lui. Il attendait de voir ma réaction. Puis, il s'est assis, il a soulevé son jean et il a enlevé sa prothèse pour me la donner. J'avais cet objet dans la main, une prothèse. C'est quoi? Un accessoire? Un outil? Ou est-ce que c'est bien plus que ça? Une prothèse doit reproduire de manière fonctionnelle un membre du corps humain. La prothèse transtibiale, celle qui se situe en dessous du genou, se compose généralement d'un manchon en bleu, d'une emboîture en jaune, d'une lame en rouge et des cosmétiques en gris. Un de ces enjeux est de faire intégrer à la personne son nouveau corps. Elle est également indispensable pour son autonomie de vie. Comment s'établit le lien entre une personne et une prothèse? Une personne, c'est chaud, c'est en mouvement. Une prothèse, c'est froid, c'est inerte. La partie fonctionnelle permet à la personne amputée de s'unir sur le plan moteur à la prothèse. Le cosmétique de prothèse, c'est généralement une mousse qui vient se fixer dessus pour donner un galbe au plus proche du corps humain. C'est cet élément qui fait le lien avec la psychologie de la personne. Vous le savez tous,
psychologie vient du grec et signifie la parole, le discours de l'âme. Alors, le mot cosmétique me dérange un peu parce que ce mot veut dire qui sert à entretenir la beauté, à embellir la peau. Mais sur une prothèse, il n'y a ni beauté à entretenir, ni peau à embellir. Tout est à construire. En fait, il faut créer une nouvelle peau. Étant designer, j'ai voulu mettre à disposition mon savoir-faire pour créer cette nouvelle peau. Quand on a commencé à travailler avec Olivier, il est arrivé avec ça. C'est un deuxième trauma quand même. Alors je parle de la peau parce que, esthétiquement parlant, c'est une prothèse performante. Pour cette collaboration, j'ai mis en place une méthodologie de travail qui s'articule en 5 rencontres. Pour la première rencontre, je l'ai interviewé avec des questions à la fois sur les usages de sa prothèse, sur ses sensibilités esthétiques et sur ses rêves les plus fous. Mais Olivier, en plus de porter son deuil, il avait bien compris qu'il avait aussi endeuillé son entourage. Alors, il déguisait ses réponses pour ne pas me faire de la peine. J'ai dû faire un gros travail de lecture. Pour ça, j'ai pris appui sur la lithographie d'Escher, intitulée « Les 3 mondes ». On voit sur un même plan 3 univers bien distincts. L'eau joue ici un double rôle. Elle sépare en même temps qu'elle unit. Le poisson nous renvoie au monde sous-marin, à notre moi intérieur. Le reflet des arbres nous renvoie au monde aérien, à notre côté social. La surface est représentée par les feuilles fragiles posées sur l'eau, comme notre peau. On remarque que ces feuilles offrent une perspective à l'ensemble de notre image. Cette lithographie est comme la lecture d'une personne, à la fois réflecteur, profondeur et surface. C'est cette comparaison qui m'a aidée à comprendre quand Olivier était en profondeur ou en surface dans ses réponses. Et la prothèse s'est révélée être un support de lecture sur l'état d'âme d'Olivier. Pour la deuxième rencontre, je suis arrivée avec 3 planches d'ambiance et des matériaux associés. Le tout était d'observer Olivier pour comprendre ce dans quoi il se retrouvait et pourquoi. L'objectif était de donner une direction au design. Pour la 3e rencontre, je suis arrivée avec des maquettes, des matériaux, des objets, des dessins, des schémas, et on a joué ensemble à projeter des nouvelles idées sur ces supports, toujours dans la même direction de design. En fait, c'était un va-et-vient entre l'abstraction et la faisabilité, entre les envies et les contraintes. Les contraintes se révèlent d'ailleurs souvent source d'imagination. Après avoir placé un peu partout sur la table nos idées, nos conceptions, nos rêves mêlés de couleurs et de formes, ça a donné à peu près ça. Puis, on a fait un peu de rangement et on a choisi qu'un seul dessin avec ces matériaux. On a scanné sa jambe saine pour que je puisse reproduire le galbe au moment de sculpter le design. À la 4e rencontre, c'est l'essayage. Cela permet de voir les modifications à apporter. Pour la 5e rencontre, je lui ai mis sa nouvelle peau. Ça, c'est Olivier, avec sa prothèse. Il était hyper fier. Dans la rue, il roulait des mécaniques. On a travaillé de concert. Et même si ce n'est pas lui qui a sculpté, modelé et fabriqué sa nouvelle peau, il était là pour me guider. C'était à moi de le traduire pour sublimer son nouveau lui. La prothèse est un élément endogène, c'est-à-dire qu'elle vient de l'intérieur. Elle touche l'affect et l'histoire de la personne. On ne peut pas faire l'impasse sur la peau. Vous, si votre ami perdait sa jambe, vous préféreriez le voir avec une peau hyper réaliste ou une peau qui considère sa différence? Vous allez me dire, ça dépend des usages et de l'humeur de la personne. C'est vrai. À des moments, la personne a besoin de se fondre dans le décor
et à d'autres moments, elle a besoin de vivre sa différence. L'idéal pour certaines personnes amputées, ça serait d'avoir plusieurs peaux, pour ainsi jongler entre vie sociale, vie professionnelle, vie familiale et vie intime. On assiste à cette prise de conscience. En 2 ans, 2 entreprises se sont créées en France. Elles proposent des pots de prothèses en prêt-à-porter à des prix vraiment abordables. Ça donne une vraie respiration dans le domaine de la prothèse. En parallèle, un nouveau métier doit naître. Un métier que j'ai nommé le body designer. C'est un designer, mais qui doit avoir des connaissances dans le domaine du handicap et reliées aux professionnels qui tournent autour de ce handicap. Car tous les handicapés ont besoin de body designers, que ce soit les enfants atteints d'infirmité moteur et cérébrale, les personnes paralysées ou les femmes qui ont subi une ablation mammaire, tous nécessitent au moins un objet près du corps. Ces objets sont indispensables dans le quotidien des personnes amputées et handicapées. Ils n'ont pas besoin d'y voir leur handicap, ils ont besoin de retrouver qui ils sont dans ces objets. Le body designer est là pour faire le lien entre la psychologie de la personne et le design de ces objets. Demain, c'est un métier dont les orthoprothésistes ne pourront plus se passer. Un orthoprothésiste, c'est celui qui fabrique, réalise et applique les prothèses. Un cabinet d'orthoprothésistes se démarquera d'un autre par le body designer qu'il aura au sein de son équipe. Parce que c'est le body designer qui co-construira avec la personne handicapée sa nouvelle identité. Comment créer ce nouveau métier en adaptant les cursus de l'orthèse-prothèse? Parce que la prothèse de demain, ça sera quoi? Ce qui est sûr, c'est que ça sera un savant assemblage entre la technologie, l'art, le design et la science. Imaginez l'avenir d'Olivier. Il se réveille un matin, il met une playlist au hasard, il tombe sur un morceau qu'il adore. Sa prothèse est faite de matière électromagnétique qui réagit aux vibrations. Il connecte sa prothèse à son morceau et sa peau se met à vibrer. Il peut régler les couleurs, plus ou moins chaudes, plus ou moins nuancées. Il peut aussi régler la matière, plus ou moins dense, plus ou moins ronde. Au moment où le rythme rentre en adéquation avec son âme, il fige la matière. Sa peau devient le reflet de sa profondeur. L'amitié, ça se construit avec le temps, avec des expériences communes. Et je remercierai jamais assez Olivier de m'avoir fait découvrir l'immense territoire du handicap. Merci.